Bienvenue dans l'épisode 29 de Just Brain. C'est un podcast qui parle de... De Brand. Ouais, putain, t'es chaud. C'était chaud, mais Ouais, pas évident. j'avais une chance sur deux. C'était soit ça, soit fromage, mais je me suis dit non, Brand c'est mieux. On n'a pas encore parlé de fromage. Tu veux qu'on va... Écoute, let's go. Hein. Moi j'adore le caprice des dieux. On a parlé... Aïe, aïe, aïe. Les puristes de fromage vont pas aimer ça. Hein. Rien à foutre. Et donc, Enzo Colucci. Yep. Colucci ou Colucci ou Colucci? C'est bien, Colucci, c'est bien. Colucci. Ouais, on est bien. Ok. Tu prends un peu des fois l'accent italien? Non, je prends pas l'accent italien, mais j'ai pas... Non, je rigole. Pas du tout. Bon, ça va, t'as le droit de faire des blagues racistes. De tout d'ailleurs, je peux être raciste sur tout. C'est vrai? Pas que sur les Italiens. Ok. Pourquoi? Je peux N'hésite faire pas. ce que je veux. Hein. Bon, ma carrière s'éteint après, mais sur le principe, je fais ce que je veux. J'ai noté en première ligne pour te décrire que tu fais 40 000 euros par mois. Ah bah putain, on dirait Thibault Louis qui parle, Derek qui me parle de salaire. Mec, t'as un influenceur LinkedIn, hein, tu parles d'argent tout le temps, non? Bah non, justement, c'est drôle que tu parles de ça, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts sur lesquels... En fait, j'en parle quand on me pose la question. Parce que je suis pas le genre de gars qui parle de son salaire ou de ce qu'il gagne comme ça ouvertement. Si on me pose la question, j'ai toujours dit que j'avais pas de tabou, parce que je pense qu'il y a un truc à faire autour de l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est malsain. Et donc, c'est important de dire aux gens les vrais chiffres. Je fais pas 40 000 euros par mois de pur salaire. Je fais pas 40 000 euros TTC. Je fais à peu près 40 000 euros de CA en moyenne par mois. Sachant que j'ai à peu près un bon 10 000 euros de charges à côté entre les bureaux, entre les assistants, entre les agences, etc. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, ça va, on se démerde bien, on est heureux avec ça. Moi, j'ai déjà un peu mon plafond de verre dès mes débuts d'entrepreneuriat, enfin, entre guillemets, mon plafond de verre. J'ai pas de vocation à faire plus. Ouais. Aujourd'hui, je suis très content. Maintenant, c'est comment j'organise mieux mon temps pour garder la même somme. Je m'en fous de faire 1 million par an, je l'ai déjà dit, je leur dis. Si je dois le faire un jour, c'est parce que j'ai un projet qui me permet de l'atteindre sans plus à rogner sur mes ambitions personnelles. Voilà, on est content, hein. 40 000 balles, oui. Si on m'avait dit à 4 ans que je faisais ça, j'aurais jamais cru. J'aurais dit, oh, ta gueule, serment du caprice des dieux. T'as 30 balais là? Ou 31? 31, ouais. 31 depuis cet été, ouais. Je te regarde comme si c'était une mauvaise nouvelle. Bon, à partir de 25, tu verras l'année prochaine, toi, à partir de 25, tu comptes plus. En vrai, moi, je me vois encore là comme un débile au lycée. Hein. Je vois encore mes potes de lycée, donc je m'imagine encore à faire le con, à passer tout juste le permis et à dire de la merde et à être encore un peu innocent sur tout ce que je peux l'être, quoi. Je pense qu'il faut garder cette mentalité. C'est souvent les papis qui ont cette mentalité-là, tu sais, qu'on jamais vieilli, qui sont marrants. Ouais, je pense qu'il faut garder cette part d'insouciance, même si c'est dur parce qu'il y a plein de contraintes au quotidien, on a plein de responsabilités, on s'en rajoute aussi souvent. Le jeu, c'est ça, c'est de jongler avec ça tout le temps. Mais il faut garder cette part un peu d'innocence, d'insouciance, de légèreté, d'en avoir un peu rien à foutre, de mettre un peu de piment dans sa vie, quoi, tu vois. Sinon, ça devient chiant, rébarbatif, chronophage, et puis voilà, on finit devant vendredi, tout est permis, tous les week-ends, à rien foutre, quoi. Tu vois, fait chier ça. Ah, je les connais, les influenceurs de LinkedIn qui regardent ça. On fera peut-être un décor penché après, si tu veux. Donc, t'es un ancien joueur de haut niveau. J'ai joué longtemps en basket, ouais. National, c'était cool, c'était toute ma vie, ça, le basket. C'est très stylé, ça, quand même. Bah, sport co, peu importe. Moi, je sais que demain, quand j'aurai des gosses, ils feront une activité physique ou pas. Ça peut être l'art au sens large, tu vois, du terme. Pour moi, le sport, c'est de l'art. Mais ça peut être jouer d'un instrument, ça peut être de la peinture, de la danse, une activité physique. Et je trouve que moi, le sport co, ça a vachement régi ma vie. Et ça m'a structuré, ça m'a discipliné, ça m'a appris beaucoup de bonnes valeurs qui me permettent aujourd'hui d'être qui je suis et d'être performant dans mon travail. Donc le basket, ça a été presque 10 ans de ma vie, quoi, de 10 à 20. Mais vraiment 5 années très très intenses à haut niveau. Mais 10 ans, je pensais qu'à ça. Et après, t'es parti parce que t'étais trop petit. Et après, ouais, je fais qu'un mètre 80, moi, donc si tu veux, c'est dur hein, de percer, même si, tu sais, on va te faire le coup, ouais, j'ai eu les croisés, tu comprends. Le truc, c'est que c'est un sport, il y a beaucoup de discrimination. Vraiment, si tu fais pas un 90 minimum, t'intéresses pas grand monde parce que les petits postes, ils sont vite pris. Et donc, t'as qu'un poste sur lequel tu peux jouer, que quand tu commences à faire un 90 ou plus, bon, bah, t'as une certaine polyvalence, on peut t'utiliser dans différents secteurs. Donc ouais, bah, j'ai pas percé parce que j'étais pas le meilleur des petits.
tout bêtement. Donc il a fallu faire autre chose. Mais ouais, compliqué à accepter au début, ça. Du coup, tu allé faire de la vente dans une ONG. Du coup, je suis parti faire des études en Suisse au départ, ouais, à avant. HEC Lausanne, histoire d'avoir un petit tampon, tu sais, un peu certifiant, que j'ai pas eu du coup. Et je me suis retrouvé par hasard à vendre des assos dans la rue, ouais. Et tu l'as sur ton LinkedIn, le tampon. Ouais, j'ai fait un an là-bas, ouais. Ouais. J'ai fait un an, une année d'échange en Suisse, Walou. Ça marche bien pour Mais- connecter avec d'autres mecs de HEC. Ouais, même si je m'en fous. Sur le Ouais. papier, oui, de toute façon, Maintenant, les réseaux d'alumni et tout sur le papier, c'est toujours bien. Ouais. De toute façon, tu peux toujours mentir, hein, tu sais, il y en a plein qui le font aujourd'hui. Hein, tu sais. Donc, Ouais, c'est gaulerie. ouais, c'est Donc tu as commencé on va dire, ton expérience dans le sales en vendant à des gens qui n'ont vraiment pas envie d'acheter et qui Ouais. n'ont vraiment pas envie de te parler Ouais. dans la rue. première expérience, c'est ça. Ouais. Première expérience vraiment où je touche un salaire pour faire ça. Ouais, c'est j'arrête des gens au bol dans la rue, devant des gares, devant des supermarchés, dans des rues au bol, des centres commerciaux. Et il faut que je t'arrête déjà. Première chose, c'est s'arrêter. Il faut que je te pitche l'asso sur laquelle je travaille là pendant 8 semaines pour aider, je sais pas, des enfants tiers-monde, pour l'écologie, pour lutter contre le handicap, le suicide. Et puis bah, le but c'est de te montrer que c'est cool de faire ça. Et puis que ce serait bien que tu sortes ta petite carte de crédit dans ta poche, tu fais voir juste ton IBAN, juste pour voir, mais juste on va remplir un formulaire. Et puis bah voilà, faut que tu signes un contrat. Puis j'ai que maintenant pour t'avoir, quoi. Donc il n'y a pas de nurturing, il n'y a pas de on va prendre le lead, on va le relancer. Pas de c'est, R2. c'est one shot ou never, quoi. Donc c'est très dur, mais c'est très 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 formateur. C'est ce qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui parce que ça te donne, quand tu es bon en tout cas, ceux qui n'y arrivent pas malheureusement c'est une expérience très douloureuse. Quand tu y arrives c'est incroyable en termes de confiance en soi, ce que tu arrives à dégager suite à cette expérience. Vraiment, c'était l'élément déclencheur de ma vie, on peut dire. Vraiment. Quand t'as fait STAPS Non, j'ai fait une école de management du de sport. Ça s'appelle SMS Sports Management School, qui s'était lancé vraiment, peut-être j'ai fait de la 3e promo. Et en fait, je m'étais dit, j'ai arrêté HEC, il faut quand même que j'aille valider un diplôme, parce que sinon ça risque d'être compliqué. À l'époque, je savais pas trop. Et je me dis, bon, bah vas-y, j'ai foiré HEC, quitte à faire des études, autant que ce soit dans un domaine que j'affectionne. Donc, bah, ça me semblait bien que ce soit le sport. Cette école-là, elle me semblait un peu évidente, parce que c'était la seule, il y avait ça ou une autre école, dont je sais plus ce que c'est que le nom, Amo, je crois. Et je me retrouvais plus dans celle-ci. J'ai dit, bon, bah go, allons valider un bac plus 3 pour faire plaisir à la daronne, et puis après, on verra ce qu'on fait, quoi. Daron qui est à l'abri maintenant. Daronne qui est à l'abri maintenant, qui est à la retraite, même à la retraite et à l'abri. Ça y est, Ouais. ça te fait plaisir ça. Ça, mec, c'est le plus beau goal que tu puisses avoir de ta vie, quoi. Quand tu sais que ta daronne, elle manquera plus jamais de rien. Elle qui s'est saignée toute sa vie, qui a tout sacrifié pour te mettre dans les meilleures conditions, qui partait pas en vacances, qui s'achetait pas de fringues, qui faisait air pour que toi t'aies tout. Bah là, aujourd'hui, mec, elle a même plus besoin de demander pour que ça tombe, tu vois. Donc ça, c'est genre... Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. C'est ouf. Ouais. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Ah, j'aimerais bien faire ça. Bah tu vas, mec. Enfin, je y a vais le pas faire, de- ouais. Je vais le faire, ouais. C'est une question de Je temps. pas les couilles, je vais le faire. C'est une question, mec, de temps. Et donc après, donc t'as vendu. T'as allé t'as connu l'hypercroissance dans différentes boîtes. Je Mhm. passe vite parce que t'en parles beaucoup sur d'autres Oui, il y podcasts. en a plein. Enfin, les 2 boîtes Voilà. où j'ai beaucoup performé s'appellent WeHelp dans l'aide à domicile, où j'ai un peu aidé la boîte à se développer depuis le départ. En tout cas, moi, je les ai rejoints et j'ai surtout été aux côtés de gens brillantissimes, des anciens du BCG, où aujourd'hui la boîte, elle a pété. Donc, j'ai eu la chance. J'étais au début, on était 10. Aujourd'hui, ils doivent être 450. C'est monumental. Et après Sunday, Big Mama, gros success story dans la fintech, qui a eu un peu des périodes après compliquées derrière, là, avec la tech comme tout le monde, mais moi j'ai vécu l'âge d'or un peu de cette boîte-là, donc coup sur coup des boîtes où ça grossit très vite et où je suis là depuis le début, donc j'apprends beaucoup, forcément. J'apprends tous les rouages de comment on structure, comment on grossit, quel choix on fait. On donne vite les clés aussi. Et puis tu as les mecs au-dessus de toi qui montent ces business-là, ils sont juste... ils sont phénoménaux, quoi. C'est en termes de success story, de parcours, c'est grâce à eux que je suis aussi qui je suis aujourd'hui. C'est pas, je me suis pas fait tout seul, quoi. J'avais pité mon couteau, j'avais la dalle, mais eux à chaque fois ils m'ont cadré, donné une direction, recadré quand il y avait trop, laissé faire mon truc quand ils voyaient mon grain de folie, et ils ont un peu essayé de tailler ce diamant brut que je pouvais être peut-être à l'époque. Donc merci à eux surtout, c'est grâce à eux que je suis là. C'est ça. Et tu tombes dans la vente, dans la formation.
Et après, tu te barres et tu montes ton propre projet. Ouais. Ça fait 2 ans bientôt. Ouais, ça fait 2 ans et demi que je fais du coaching, parce qu'à l'époque, justement, je faisais ça en parallèle de Sunday. Il y a eu quelques mois passés vers Iconoclast, des copains avec qui j'avais promis un jour qu'on bosserait ensemble. Et puis, bon, bah, l'aventure, elle a été assez courte chez eux, puisque je commençais à faire déjà pas mal de bruit, et donc je voyais pas l'intérêt de rester. Et puis, ça fait maintenant un peu plus un an et demi, que je suis 100% à mon compte, ouais. Et le roi de LinkedIn dans la sales. Je sais pas si je suis le roi du sales sur LinkedIn. En tout cas, je vois que j'ai de plus en plus de notoriété. Je pense que et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui sur la Brain, c'est que je pense que j'ai un parti pris dans le branding et dans tout ce que je fais, où, en toute humilité, personne d'autre le fait. On a beau penser ce qu'on veut, je réinvente pas les concepts de la vente. J'ai pas cette prétention-là. Je réinvente pas comment on fait une vente, mais je le vulgarise, je le simplifie et j'essaie de le donner à la portée de tout le monde en apportant une touche à la fois de modernité et d'humour, ce que les autres savent pas faire en fait. Tous les autres, la plupart sont juste chiants à crever. Ils récupèrent des concepts vieux comme le monde justement et ils les récitent vieux comme le monde. Donc ils donnent pas envie aux gens pour la plupart. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, ça veut pas dire que c'est pas des bons ou des mauvais vendeurs ou vendeuses. Ils sont juste chiants. Voilà. Donc moi j'essaie juste de pas être chiant. C'est déjà un bon début. Je trouve. Donc plus de migraine quand on parle de vente. Ouais, on en fait tout un monde. C'est un mot un peu fourre-tout, c'est un mot un peu vulgaire, c'est un mot qui a été vachement dévalorisé dans les années 90-2000 avec la montée du marketing, avec tout ça, avec il y a eu plein de trucs où le vendeur c'est cette espèce de gros beauf, grande gueule, tu vois. Et en fait, c'est tout un art, hein, la vente. Hein. Et c'est pas non plus un art malsain, contrairement aussi à ce qu'on fait, penser, la persuasion, il faut réussir. Non, tu peux le faire avec de l'éthique. Tu peux utiliser des mécanismes pour justement rentrer, entre guillemets, dans la tête de la personne, mais pour arriver à une fin heureuse des deux côtés. C'est pas je te manipule pour te niquer. Ça marche, hein, il y en a qui le font, et puis à court terme, ça marche. Moi, j'y crois pas sur le long terme. Tu peux pas baiser les gens indéfiniment. Tu peux une fois de temps en temps faire un truc un peu bancal, tu vois, puis tu vas regretter dans tous les cas. Moi, je crois beaucoup au karma aussi. Donc, je suis parti dans. Je sais pas ce que je voulais dire. Hein. On est parti dans autre chose. Tu m'as lancé sur un truc de vente. C'est bien la vente, c'est bien. Ouais, la vente, c'est cool. C'est pas que mauvais. Non. C'est indispensable. Tu vois bien. T'as monté ton bise là. Si tu sais pas te vendre, mec. Moi, je vends pas. Je me fais acheter. T'es bon, toi. Coquin. Tu sais que je close 100% de mes calls de prospection. Parce que je vends pas. Bah ouais. Parce que tu as un bon branding aussi derrière et que du coup, tes calls viennent à toi. C'est ça. Ouais. Ah oui. Donc ça qui est marrant, c'est la force. Et donc justement, parlons un petit peu de branding dans la vente. Si tu closes 100%, c'est que t'es pas assez cher. Pardon de te faire du coup une parenthèse. Ouais, j'ai mis 1000 balles à mon offre. Donc t'inquiète pas, je vais être assez cher maintenant. Mais ouais, on m'a dit la même chose. Bah oui, c'est pas possible de tout closer. Ça veut dire que c'est trop peu pour d'autres. Ah, du coup, c'est une offre irrésistible. Je suis pas d'accord. T'es obligé d'avoir des gens qui te disent non. T'es obligé à un moment donné d'être trop cher pour quelqu'un. Parce que tu le seras pas pour d'autres. Et donc tu seras à un juste prix. Et petit à petit, tu montes. Et... Ah, ça dépend à qui tu vends aussi, ça dépend de ta cible. C'est ça, j'ai un palier à pas dépasser. Il y a un moment donné où il y a une sorte de palier un peu psychologique, je suis d'accord. Ou alors ça veut dire qu'il faut changer d'offre. Ou de changer de cible. Alors même au-delà de ça, je pense que je pourrais aller très loin. Mais dans l'offre que je vends, en fait, je brande mon offre avant de brander ma boîte. Je me brande moi-même et mon offre. Et ça, il n'y a personne qui fait ça. Non, en tout cas, pas en France. Les Américains aiment bien brander des offres. Ouais. Alors attention, hein, donner un nom à une offre, c'est pas brander une offre. Ouais. Non, oui, c'est la super offre ultra maxi de l'écosystème de la mort. Attention, non, c'est pas ça une offre. Brander une offre, c'est que les gens la réfèrent comme une offre qui répond à cette problématique bien précise. Et quand tu rencontres cette problématique, et ben, les gens vont acheter cette offre. Donc c'est ça qui est pertinent. Et donc j'essaye vraiment de proposer le pack parfait pour une boîte de petite taille qui veut se brander ou se rebrander. Tu vois, et qui va pas lâcher 20 000 balles dans une grosse agence parisienne alors que ce sera un alternant qui va bosser dessus, quoi. Ta cible, c'est des TPE, petites PME, quoi, moins de 25 personnes. C'est ça. Donc j'ai déjà bossé avec des groupes, mais c'est moins fun. De toute façon, pour faire du bon branding, il faut bosser avec le dirigeant. Oui. Parce que c'est lui qui a la vision. Et donc bosser avec une salariée, même si elle partage la vision, c'est différent parce que c'est pas elle qui emmène la boîte. Donc c'est pour ça que je préfère bosser avec les petites structures.
Donc c'est plus intéressant, tu peux faire des trucs plus sympas. Je comprends. Bah, tu vois qui c'est, Camille Nicolas Zax, Un mec en finance, non? C'est ouais, pas ça? Moi, je vois. tu vois. Il fait des dessins un peu où j'ai vu Ouais, passer des trucs à l'époque. c'est ça, il vulgarise la finance, il est CGP. Et, T'es dans beaucoup de pods. ouais, il était dans beaucoup de pods au début, ouais. Et comme beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc, bah, tu vois, on a bossé ensemble. Alors, attention, petite précision de ce que je vais dire. Je ne suis pas à l'origine de tout son succès parce qu'il a quand même pris 50 000 abonnés en un an, quoi, le gars. C'est beau. Ouais, c'est vénère. Sur quoi? Sur quel Sur réseau? LinkedIn. Sur LinkedIn. Donc, il passait de no name à. Il est venu me voir, il avait quoi, moins de 20K, et là, il a 70, 80. Tu Gros sujet des finances en même temps, hein. C'est vois. un Ouais, truc que tout le monde a envie de faire plus d'oseille, mais personne sait comment faire. Et donc, si quelqu'un vulgarise un peu bien, ça Mm. prend. ouais, donc on a fait des beaux chiffres avec lui, tu vois. Donc, c'est cool. Et lui, bah, il s'est assis, il m'a écouté, Trop il a bien. fait, quoi. Donc comme quoi, c'est un bon use case, quoi. Bravo, mec. Mais c'est un bon client aussi, quoi. Enfin, il y a des clients, ils sont pas capables de mettre en Mhm. œuvre les choses. Bon, ça, tu dois connaître. Ouais, Tu bien formes sûr. du monde. Bah ouais, c'est clair. Mais donc, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est dans on va dire l'univers collectif, c'est quoi la bonne brand pour un vendeur? C'est quoi la bonne brand pour un vendeur? Ben, est-ce que j'ai la bonne brand? Je pense que j'en ai une bonne. Je sais pas si c'est la bonne, mais celle qui marche bien pour moi et celle que je prône depuis le début, c'est simplicité, authenticité, humour. C'est tout ce que j'essaie du coup de mélanger en permanence. Je tergiverse pas, j'essaie pas d'être pompeux, j'essaie pas de me la péter. J'essaie d'être très simple du coup dans l'approche, authentique, et de parsemer un peu de rigolade, d'humour justement pour rendre le truc un peu léger, toucher les gens d'un point de vue émotionnel, parce que justement la vente c'est un équilibre entre rationnel, émotionnel, entre les chiffres et le cœur, tu vois, genre il y a une sorte d'équilibre à avoir là-dedans. Et du coup, c'est ce que j'essaie de prôner, ouais, sur un branding, c'est cut de bullshit, quoi, tu vois. Pour tous les gens qui détestent ces anglicismes, coupe les cacas de taureau. Euh, mais juste arrête de dire de la merde, arrête de faire le gars, arrête de t'approprier des concepts, arrête d'en faire des caisses en fait. Sois juste simple, parce qu'une bonne vente elle se fait quand la personne elle parle pas chinois en face. Et la plupart des gens qui font de la vente parlent chinois. Ils se donnent des sortes de postures un peu supérieures ou je sais pas, tu vois. Et en fait, il faut juste être ultra simple, mais sans tomber non plus dans le côté infantilisant où je tombe niais et en fait je te dis un truc, bah oui c'est le béaba, genre merci de pas répéter tout le temps les mêmes choses qui sont bêtes comme chou, qu'on sait tous. L'important d'un commercial, c'est l'écoute. Ta gueule, évidemment qu'on le sait, tu vois, genre arrête de le répéter 120 fois, tu dis la même chose tout le temps, tu vois. Ou alors, dans ce cas-là, change la façon de le dire, parce que c'est sûr qu'on dit à peu près tous les mêmes choses, même moi, tu vois, genre je parle tout le temps de call, de découverte, de closing, de traitement d'objection, de comment faire une bonne session, d'organisation, donc, mais j'essaie de varier en fait les façons de le dire pour que ça touche aussi un maximum de personnes. Ce que je dis, c'est aujourd'hui le sales, le commercial, il doit avoir une posture, et finalement, en fait, dans tout, je dis ça parce que c'est mon domaine, mais ça doit être un expert sympa. Si tu arrives à mêler les deux, tu vois, genre l'expert sympa, c'est goal en fait, quelqu'un qui maîtrise bien son sujet. Et qu'est-ce que c'est qu'un expert ou une experte? Ce que je dis toujours quand je suis en coaching, c'est quelqu'un qui est capable de vulgariser des idées et des concepts. C'est ça un expert en expert ou une experte. Ouais. C'est quelqu'un qui parle pas chinois encore une fois. C'est quelqu'un qui parle aussi bien aux petits stagiaires qu'aux CEO que dans n'importe quel domaine et qui est capable de faire comprendre ce qu'il fait de manière très simple et de manière intuitive. Pour moi, c'est ça du coup le bon sales. C'est quelqu'un qui a une capacité aussi d'adaptation. Ok. Moi, j'aime bien titiller un peu les sales comme toi. Ah, vas-y. Pour dire que en fait, à part pour faire du call, vous êtes pas si utile que ça dans le sens où bah, c'est souvent la brain qui vend plutôt que le vendeur. Est-ce que tu connais le continuum de certitude Pas du tout. pour faire une vente?
En fait, pour faire une vente, on te dit qu'il y a 3 aspects qu'il faut du coup cranter, et on te dit du coup que c'est sur une échelle de 1 à 10, et il faut que les 3 du coup aient 10 pour qu'une vente se fasse. Ces 3 points du coup, c'est l'entreprise, ton produit ou ton service, et le vendeur. Et donc aujourd'hui, la brand, ça fait pas tout. En réalité, c'est que ça te donne un avantage, parce que du coup, ça drive, et donc en termes de marketing, ça t'amène des leads plus ou moins qualifiés, ou ça te donne une certaine légitimité, une notoriété. Parfois, ça te porte préjudice aussi. Et que la différence, à la fin, elle se fait via le commercial, ou la commerciale. Et la brand, elle fait pas tout, en réalité, derrière. Parce que quand tu es en rendez-vous, alors peut-être sur du B2C, c'est plus simple. Encore une fois, il y a aussi une différence à faire entre du B2C et du B2B. Moi, j'ai plutôt une grosse expertise B2B. J'accompagne aussi des boîtes en B2C, mais c'est différent. Les personas, forcément, sont tellement diverses et variées que sur du B2B, tu retrouves après les mêmes personas. Et celui qui fait la diff à la fin, c'est toi. Sur un produit égal à valeur égale, ben, à la fin, ce qui fait la diff, c'est le ou la commerciale. Ouais, moi ce que j'aime bien dire, c'est que si tu as un bon produit et que le voisin en a un, ce qu'il faut, c'est que le vendeur soit cool. Totalement. Ce qui fait la diff, vraiment, c'est ça. On revient à cette notion d'expert sympa. Il y a une pub que j'ai vue récemment, elle m'a fait marrer. Je l'ai partagée en story sur Insta. Et c'est un mec, il est en entretien d'embauche et il te dit, il y a une nana en face et il lui dit, ok, ça c'est notre offre, vendez-moi mon offre. Et en fait, c'est un bocal avec plein de bonbons dedans. Plein de bonbons différents. Genre des bonbons, on va dire des bonbons, tu sais, piquants un peu là. Et elle dit, ah ok, tiens, bah, vendez-moi par rapport à mon concurrent. Il reprend une autre boîte, c'est d'autres types de bonbons. Mais genre d'autres bonbons, pas des bonbons piquants, mais il y a plein d'autres bonbons. Tiens, par rapport à ça, il ressort une autre boîte avec encore des bonbons. Et tu vois le truc, la nana, elle est en mode genre... C'est un bug, tu vois, genre. Et je trouvais l'image tellement forte, tellement stylée. Parce que oui, tout le monde vend un peu la même soupe, finalement, tu vois. Donc c'est toi, ta façon, ton expertise, ta posture, comment tu vas réussir, encore une fois, on parle toujours de découverte, de à quel point est-ce que je vais créer du lien avec la personne en face, à quel point est-ce que je vais bien déceler, encore une fois, son besoin, je vais poser les bonnes questions pour qu'on rentre un peu dans une phase de connexion tous les deux et que tu sentes que je te pose pas des questions juste pour cocher mes cases et qu'à la fin je dise, allez, toi, c'est l'offre B, c'est qu'ensemble, on discute et que je plonge totalement dans ton quotidien, dans tes process, dans ce que tu fais, ce que tu as déjà fait, pourquoi tu l'as déjà fait, où tu veux aller, pourquoi, comment on y va. Et tout ça, c'est une succession en fait de questions ouvertes, de rebonds, de discussions qui doivent paraître naturelles aux yeux de la personne. Et plus tu paraîtras naturel, plus encore une fois, tu vas asseoir aussi ton expertise, ce que ça veut dire que tu n'as pas besoin de rentrer dans un personnage pour maîtriser ton sujet. Et c'est ça que les gens récompensent in fine en vente aussi. Ok, très clair. On a plein de valeurs sur comment bien vendre. Ça, c'est carré. Changeons de dimension. Allons maintenant dans le côté un peu obscur de ce que tu montres pas sur LinkedIn. Mais... Mon cul ? Non, pardon. Excuse-moi. Bah, tu le montres déjà sur LinkedIn, ça, non ? C'est vrai, je commence à le montrer un peu. Mais ça me fait penser au... Putain, j'oublie toujours son nom. Tu sais, le Renoir dans les Trois Frères. Pascal Légitimus ? Putain, je lui ai serré la pince. Et génie ce mec, pas les inconnus. Putain, le gars, je peux vous serrer la main. Le mec, dans la main, il me dit vraiment que c'est pas les couilles, ça va. C'était vraiment ces trois-là, mais... Je l'ai pas invité sur le podcast, j'aurais dû l'inviter. Putain, j'avais sa main dans la mienne. Mec, je sais pas ce que t'as fait. Bah, j'ai paniqué parce qu'il y avait un gros commentateur télé derrière. Ah ouais. Et puis des politiques autour de moi, j'étais en mode ouah, trop d'abonnés autour de moi. Trop de personnes influentes. C'était au Chinese Business Club. Ok, d'accord. Ouais, je vois. J'ai jamais mis les pieds encore là-bas. Ah, tu vas kiffer. Ah ouais. Vas-y, parce que c'est marrant, les gens, ils te répondent. Contrairement à ce qu'il y a sur LinkedIn, tu vois. Ok, enfin, c'est des drôle. gens. Ouais, il y a du level là, apparemment. Ouais, il y a du level, tu vois. Il y avait qui ? Il y avait le CEO de Blablacar. Ok. Et j'avais qui celle qui s'est fait battre par Sarkozy en finale, là. Ségolène Royal ? Ouais, il y avait Ségolène Royal, il y avait des députés et tout, machin. Enfin, des gros bonnets, quoi. Ok. Donc, si tu veux, je t'envoie le numéro d'Harold, si tu l'as pas déjà. Non, mais je vois que c'est le président du Chinese. Ouais, je l'ai vu passer, du coup j'ai vu sa tête un petit peu, j'ai vu passer, parce que forcément on a des connaissances et des potes en commun. Ouais. Mais non, jamais eu le plaisir encore d'échanger avec lui ou d'aller à un événement comme ça. Bah, ce soir en event à Paris pourtant. Je fais en vrai aujourd'hui je fais de moins en moins d'events. À l'époque j'adorais et il arrive un moment, alors sauf quand c'est ton métier comme lui forcément, ou dans certains cas où il arrive un moment où quand tu as trop de biz, ce qui est mon cas aujourd'hui, je vais pas me plaindre, mais où je me la pète pas non plus, mais j'ai vraiment beaucoup de business, donc en fait j'ai moins besoin d'aller
tu Ah, vois, mais c'est genre bien, dans t'as des raison. events. Ou alors, tu vois, en fait, si je veux faire des trucs comme ça, c'est que je contacte les gens directement et je préfère faire un dîner tête à tête ou à 3-4. Aujourd'hui, ça, c'est mon gros délire. J'adore faire des dîners à 4, 6 maximum, tu vois. Dès qu'on Ouais. excède 6, ça me casse les couilles. Parce qu'en fait, même 6, parfois, c'est chiant. Parce qu'il y a trop de conversations croisées. Mm. 4, c'est idéal, faire des dîners à 4, prendre les personnes que tu as envie d'avoir avec toi et on fait un bon dîner et pas besoin d'aller forcément dans ces gros events, même si à la base j'adore encore une fois les events, moi je suis un fanat de ça. Mais là aujourd'hui je suis obligé de prioriser. Ah, moi, je découvre les events de Paname. Bah, t'as raison, vas-y mec, J'ai fumé Rennes. C'est bon, maintenant je viens fumer Paname. bah, t'as raison. Franchement, C'est- si tu kiffes, il y en a pour qui c'est dur et d'autres pour qui c'est facile. Si toi c'est facile, Bah ouais. fais-toi un kiff mec. Franchement, Ah, mais moi attends. pareil à 24 piges, j'allais partout, j'avais tout le temps envie, j'étais jamais chez WAM. Là maintenant ça me casse les couilles de sortir de chez moi le soir. Mais t'as trop raison, trop bien. Bah non, mais il faut, parce que surtout moi j'étais pas beaucoup sur Paname, donc là je découvre un peu les events. Mais tu vois, les events un peu privés Ouais, bien sûr. où t'arrives, t'as des gens de show partout, tu vois. Ouais. Enfin, Pas les gros after-work ouverts à tout le monde. Non, non, pas Oui, ceux-là. je comprends. Enfin, je suis allé à la soirée de Flavio Emeril de Nutripreneur. Tu dois voir qui c'est. Non? Bon, c'est un mec, c'est un couple qui lance une marque de nutrition pour les Les entrepreneurs ou les hauts cadres, enfin les gens Ok. qui travaillent beaucoup, tu vois. Et ils sont en building public sur LinkedIn, donc Ok. ils sont trop chauds. Et ils ont fait une soirée avec plein d'influx dans tous les sens. Et là, je vois, j'ai oublié son nom, Maud Alaves. D'accord. Moi, Maud Alaves, je la suis parce que branding, tu vois. Et je fais, putain, il y a Maud. J'étais en mode, what the fuck, qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois. Ouais, Bah après, je l'idéalise un peu, mais je pense que c'est une des seules. elle est cool. Ouais, Maud. ouais, elle est. Ouais. J'aimerais bien l'avoir sur le podcast. Ça ferait très bonne invitée, mais faut que j'arrive à passer la barrière de secrétaire sur LinkedIn. Je n'échange que avec sa CM, Ok, donc dur. Mais un jour. un jour c'est sûr. Mais bon, on dérive là, on dérive. Ouais. Du coup, allons un petit peu en profondeur. Parlons de choses que tu n'as pas encore délivrées. C'est parce que ok, c'est la brand d'un sales, mais la brand d'un influenceur sales Mhm. que tu es et qui est le numéro 1, donc tu as peu d'exemples, peut-être aux US. Comment tu l'as construit, comment tu l'as construit de base, et qu'est-ce que tu fais maintenant, et où est-ce que tu veux aller. Mhm. Ça, c'est la. Bah, d'où je suis parti déjà. Moi, j'aime pas ce terme influenceur parce que bon, forcément, on est toujours un peu. Bah, de toute façon, t'es toujours décrié. L'influenceur, on a tous en tête les gens qui ont un peu les Marseillais, les conneries, les trucs sur Instagram. Donc, c'est toujours un peu péjoratif, je trouve, d'entendre ce terme. Et moi, à la base, en fait, d'où ça part, c'est. J'ai créé du contenu via un podcast, tu vois. Genre, c'était en 2020, j'avais un podcast sur l'échec. Je viens de sortir un livre, du coup, dessus. Ça a été la Ouais, j'en ai continuité pas de ce parlé, projet. tout Hein? Je t'en ai pas parlé dans la présentation. Ah, Je l'ai c'est pas noté en grave. plus. T'inquiète, on pourra en parler après, mais le livre est sorti, c'est trop cool, ça s'appelle L'échec, mention très bien. Et le podcast s'appelait comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être régulier sur les réseaux, en fait. Et j'avais pas de strat. La seule strat que j'ai eue, ça a été à un moment donné, bah oui, quand j'ai été plus visible sur ma verticale de sales, j'ai toujours dit il faut avoir maximum 2 verticales sur lesquelles parler. À l'époque, j'avais l'échec et forcément, mon expertise, c'est sur le sales. Donc j'avais tout le temps ces 2 trucs en parallèle. À un moment donné, l'échec s'est un peu éteint pour que je fasse beaucoup de sales parce qu'aussi je touchais un plus grand nombre de personnes. Et puis c'est un truc surtout que je maîtrise beaucoup plus. L'échec, c'est un truc un peu commun. J'en parlais un peu comme ça parce que c'est un beau sujet. Mais j'ai pas d'expertise, je suis pas docteur en échec, tu vois, genre j'ai des concepts, mais voilà, en vente, forcément, j'ai plus de légitimité, je trouve, de par mon parcours, donc j'ai plus de choses à transmettre. Et donc j'ai commencé à prendre plus la parole. Et après, ce qui fait la diff sur le branding, bah, c'est un truc différenciant, c'est ta singularité. Il y a une singularité, moi, qui a été visuelle avec le parti pris de prendre un bandana, que j'ai pas d'ailleurs aujourd'hui, tu vois, mais parce que je dors pas avec, contrairement à ce que les gens pensent. Ultra déçu. Hein. J'y ai pas pensé, tu vois, genre bandana orange parce que je voulais un truc qui pète, je voulais un truc catchy, puis ça me rappelait mon enfance, les Tortues Ninja. Moi, je suis un fan des Tortues Ninja, ils avaient tous des bandanas. Je me dis, allez, vas-y, go, tu vois, genre bandana. J'en mettais tout le temps quand j'allais en soirée, en festival. Dès qu'on était des groupes de potes, je ramenais toujours 15 bandanas, des couleurs pour tout le monde, et comme ça, on se retrouvait tout le temps en soirée. Donc, j'ai gardé ce truc de délire de potes. Et je me suis dit, bah cool, je vais en faire une brand. En fait, je vais avoir le bandana orange. Je suis sûr que ça va catcher dans la tête des gens. Tu vois, au pire, les gens se diront, ce qu'il faut retenir, c'est, je me rappelle plus du nom du mec, mais c'est le gars avec le truc là. Ouais, C'est moi, genre. c'est comme ça que au tout début, c'est comme ça que je me rappelais de toi. C'est comme ça, tu vois. Donc forcément, il te faut une image un peu forte à ce niveau-là.
La banane dans le nom sur LinkedIn. La banane, après, du coup, j'ai rajouté parce que ça, c'est venu avec un moment donné. Je me dis, comme je commençais à faire de la vidéo, donc je voulais un micro, mais pas un truc bancal et tout. Je me dis, tiens, si je foutais un micro banane, tu vois, genre, parce qu'en plus, le banane, ça fait un peu genre téléphone, c'est un peu genre avoir le smile. J'avais tout le truc, je me dis, cool, tu vois, je sors une banane tout le temps. Les gens, pareil, ils vont catcher en mode, c'est qui ce con qui fait des vidéos avec une banane. Donc, moi, je voulais avoir un esprit décalé, un esprit avec des marqueurs forts que tout le monde peut retenir. Et sans être dans un truc trop pittoresque non plus, même si ça paraît être un peu burlesque pour certains, je les emmerde déjà. Et c'est cadeau. Ça c'est cadeau, mais je m'en fous parce que c'est le truc où je me dis, je veux que les gens, voilà, déjà ils comprennent que on se détend, on va se marrer. Et moi, ce que je prône avant tout, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un bandana orange ou que j'ai une banane que je suis pas compétent dans ce que je fais. Il y a parfois là, tu vois, j'ai commencé une conférence comme ça avec des conseillers de gestion patrimoine, je suis venu en salopette. Et j'ai commencé par leur dire, mon objectif c'est de vous faire comprendre que l'habit fait pas le moine et c'est pas parce que je suis en salopette que je suis pas compétent et qu'aujourd'hui je vais pas vous délivrer de la valeur. Parce que moi je suis anti-conformisme de base avec les cravates, les costards, les trucs, ça m'a toujours cassé les couilles. Et aujourd'hui, même si je comprends des amis qui me disent mais tu comprends, moi je suis dans le monde du droit, les avocats, je suis obligé, je dis bah ouais, oui mais non. Enfin oui je te comprends et oui t'as raison de faire ça, mais à la fois oui ça me fait chier. Donc je voulais casser les codes de ça. Puis après, tu as des marqueurs forts, je sais pas, tu as des gueules qui passent, j'ai une moustache, des tatouages. Donc, tu sais, c'est des marqueurs comme ça visuels où il faut que les gens te repèrent un petit peu, tu vois. Et après, ça a été le phrasé aussi, tu vois. C'est moi le vocabulaire. Je parle comme un sales, et puis moi, j'ai pas ma langue dans ma poche et je suis un peu vulgaire. Et c'est juste moi, tu vois. Donc, forcément, je casse les codes parce que sur LinkedIn, quand tout le monde est hyper beau, hyper lisse, c'est que t'as un mec qui arrive et qui dit fiac, qui dit enculé, qui dit merde. Tu sais, genre, attends, c'est qui lui, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup de marqueurs comme ça mis en commun qui font qu'à un moment donné, les gens se disent, ouais, mais en fait, je vois qui c'est. Mais ça suffit pas, tu vois. Je reviens à cette notion d'expert sympa, c'est que ça peut être sympa, un peu marrant. Ah, il est drôle le clown avec son bandana, avec son truc. Ouais, frérot, mais en tout cas, je te dose dans tout ce que je dis, tu vois. Genre, tu me testes pas sur mon sujet. Et c'est pas parce que je suis pas genre le clown du coin, tu vois, genre qui fait le pitre. C'est que je te dose sur tous tes sujets en sales aujourd'hui, tu vois. Et c'est ça que je veux garder à l'esprit, c'est que prends-moi pour un con, mais in fine, je te nique. Tu vois. Et donc, c'est ça que je veux montrer. C'est me prends pas pour un idiot. C'est je me mets en scène exprès pour que tu percutes parce qu'aujourd'hui, c'est les codes qu'on a aussi du divertissement, du visuel, des réseaux sociaux, de l'instantanéité, de la consommation qu'on a de chaque contenu. Donc, ça a été mes marqueurs forts en gardant toujours la valeur au centre de ça. Pas parce que je me mets en situation de manière un peu burlesque pour certains que j'apporte pas des choses concrètes. Et ensuite, ça a été la vidéo, beaucoup la vidéo, parce que à l'heure aujourd'hui des réseaux sociaux, de plagiat, d'IA et compagnie, tout le monde fait les mêmes choses, tout le monde se pompe les trucs, tout le monde écrit les mêmes merdes dans les newsletters, tout le monde écrit les mêmes merdes dans leurs posts, tout le monde écrit les mêmes merdes en carrousel. On se vole les idées, on se les approprie, on fait croire que c'est nous. Y a un truc sur lequel tu peux pas jouer, ou tu peux pas tricher en tout cas, c'est la vidéo. C'est qu'est-ce que tu dégages, quel est ton charisme, est-ce que du coup est-ce que tu bégayes, parce que c'est marrant quand tu parles, je citerai pas de nom mais il y a des gens comme ça, ils sont très forts à l'écrit et quand tu les vois derrière la caméra sur leur podcast, tu te dis mais c'est qui ce mec, c'est qui cette nana, genre je peux pas rester 5 minutes à t'écouter, j'ai envie de te mettre des droites, pourtant quand t'écris t'es monstrueux. Donc est-ce que c'est eux qui écrivent, c'est encore autre chose, tu vois. Donc c'est pour ça tu peux pas tricher face à une caméra, et je pense que c'est là où j'ai créé un écart avec tous les autres, déjà parce que j'ai créé un truc que personne ne faisait. Donc j'ai essayé aussi d'être innovant, et quand tu me parles de où est-ce que je vais aller demain, j'essaie toujours d'innover. Je vais toujours là où les gens m'attendent pas, et je vais toujours là où les autres ne sont pas. C'est ma vision aujourd'hui de la création de contenu. Je ne fais pas quelque chose que les autres font, et en tout cas, je suis souvent le premier à faire les trucs. Ça veut pas dire que, et je m'en fous d'être le premier, attention, parce qu'il y a des gens, ils sont les premiers, mais ils font très mal. Et puis on s'en fout, on retiendra pas les premiers, on retiendra ceux qui font le mieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ma façon d'amener le contenu, faire des caméras embarquées dans le coaching, personne ne le faisait. Les trucs que je balance aussi sur Insta, sur les shorts, etc. Personne ne le fait. Donc j'étais un des premiers sales coach en France à le faire. Et donc, comme je le fais avec ma façon, je pense que tout ça, en fait, c'est un mélange de tout ça qui fait que ça prend bien. C'est un peu moi l'analyse que j'en ai. Ouais, tes parodies. Maintenant, je vais plus loin. Je prends des trucs de divertissement et en fait, j'amène la parodie de trucs qu'on connaît, des tutos de Jérôme Niel, tu vois, genre. Tout le monde se reconnaît, enfin tout le monde voit, tu vois. Et c'est cool parce que c'est des marqueurs communs qu'on a. Et donc ça, pareil, personne ne le fait. Donc j'essaie d'aller sur des trucs où j'allie divertissement et valeur.
C'est le meilleur combo pour moi, le meilleur équilibre à avoir. C'est in fine, il y a des messages subliminaux. Genre sur, tu vois, là, le truc de Jérôme Niel, c'est remplis ton CRM, l'importance, même si derrière, il y a plein d'humour dedans. Et après, sur toutes les vidéos ou quoi, c'est pareil, c'est la valeur que je transmets derrière, sur des petits tips, des conneries, des prises de conscience qui vont bien plus loin que juste des écrits, quoi. Ouais, bah moi, c'est comme ça que je t'avais un peu identifié, tu vois. Genre, un gars qui a les compétences, tu vois. En tout cas, tu mets en avant tes compétences, on sent que le mec close derrière, tu vois. En tout cas, même si tu le fais pas, on pense ça de toi. Donc, ça, c'est bien déjà. Et aussi, t'as compris un truc que peu de mecs ont compris, en tout cas sur LinkedIn. Mais que YouTube, par contre, a bien compris. C'est que pour, on va dire, former quelqu'un, il faut qu'il y ait un élément où il prend du plaisir et il se divertit. Et c'est là où t'as des séries comme. Alors j'aime bien la citer celle-ci, c'est Il était une fois l'homme. Mhm. Enfin, tu vois ce que c'est ou pas? Ça me parle, ça, de nom. C'est Où était une fois la vie. Ouais, non. Tu sais, Ça me parle, j'ai déjà entendu, mais je vois pas. Bah, tu regarderas, mais en gros, c'est des. Alors, c'est vieux, hein, mais c'est des dessins animés qui reprennent Ok, de l'histoire. ok, C'est des cours d'histoire en dessin animé. ok. Et ils viennent imager le truc avec des personnages, des méchants, des gentils, etc. Et c'est génial comment t'apprends tout ce qui se passe dans un corps humain ou toute l'histoire de Rome. Ouais, si, je vois. Ouais, exact, c'est exact. la vie, la Ouais, vie. ouais, je vois. Ok. Ouais, dans le corps humain et tout, je vois le Avec truc. les globules, machin et tout, les plaquettes, les trucs comme ça. Je vois. Les C'était globules très blancs stylé. qui sont en mode flic. Tu vois, et ça c'est trop bien. Et je peux dire que tout le monde a appris, toutes les personnes qui ont regardé cette série, ils savent ce que c'est un globule blanc, rouge, etc. Ouais. Tu vois à quoi ça sert. Ouais. Donc, et tu arrives du coup à captiver, on va dire, l'attention de quelqu'un pour qu'il arrive à retenir un sujet qui n'est pas forcément ultra passionnant, qui est la vente au premier abord. Et là, c'est intéressant parce que c'est qui? C'est Idriss Aberkan qui parle beaucoup d'apprentissage où tu es à ton attention maximale. Et en fait, l'attention maximale, il faut mettre de l'humour, il faut mettre des anecdotes, il faut impliquer la personne en gros dans ce qu'il regarde. Parce que s'il est toutes les 5 secondes en train de regarder son téléphone, bah. Voilà, depuis 20 piges, c'est horrible avec il le apprend téléphone pas. qu'on a. En fait, on est tout le temps. Si tu te fais chier au bout de 2 secondes, boum, en fait, tu switches, t'ouvres une autre appli et tu fais autre chose. Et attends, j'étais avec David là, juste avant. Mec, il a regardé son téléphone pour montrer un truc. Je te jure, mec, son doigt est allé sur une notif. Il a commencé à faire sa vie sur son téléphone en plein podcast. Ouah, Il a dit, génie. mais what the fuck, je suis un dingo. Ah ouais. C'est un C'est truc de ouf, ouf, hein. hein. Ouais, c'est le danger de ouf, ça. Ton C'est doigt, qu'on il va a, tout seul. on a tout dans la poche, tout à portée de main, on peut tout faire. Et en fait, tu te fais capter par ces merdes et si tu te mets pas tes propres limites, en fait, tu te fais happer. Tu te fais happer par tout ce monde qui est virtuel, mais qui à la fois est tout proche. Ouais, et tu te dis ça, nous, on a 20 et 30 ans. Et t'imagines les mecs qui sont nés avec ça, quoi. Comment Ouais, ils vont faire pour avoir de l'attention un peu. ouais, c'est dur. Le niveau d'attention, il chute, c'est dramatique. Mais donc, du coup, c'est un challenge pour nous aussi, qui voulons captiver les gens. Et tu y arrives, du coup. La preuve, ça ne t'aurait pas ce genre de résultat à travers ton contenu pour développer le monde de la sales. Ouais. En fait, il faut arriver à avoir la forme et le fond. C'est les deux. Aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. Si t'as c'est ce que je te disais avec l'histoire du clown, c'est que si j'ai que la forme où je me mets en scène, mais je passe pour un bouffon. Si j'ai que le fond, bah en fait, je suis chiant et du coup, je suis pas non plus consommé parce que les gens ils s'emmerdent au bout de 2 minutes. Donc, faut arriver à allier les deux. Et ça, c'est, je pense, oui, ce qui fait mon gros avantage versus tous mes autres concurrents sur le secteur, c'est que j'arrive à allier les deux, je pense, en toute humilité. Ouais, bah, moi, c'est ce qui m'est. En tout cas, c'est ce qui est ressorti quand j'ai étudié un peu le profil. Donc, tu m'as dit, tu veux innover. Allons un peu plus loin, projetons-nous. Parce que, ok, t'as fait. En fait, t'es parfait, quoi. Est-ce que t'as des défauts, mec? Bah, je sais pas, ça faut demander à ma copine, elle m'en trouvera des défauts. Mais Souvent l'inverse, souvent elle a du mal à t'en trouver. non, ça va. Bah, le défaut, mes défauts, c'est que pour le coup, je suis trop investi dans mon taf. En fait, j'aime tellement ce que je fais, j'ai tellement pas la sensation de travailler que en fait, je suis dans une spirale infernale tout le temps et j'arrive pas à déconnecter le cerveau. Donc ça, c'est ma grosse difficulté. Parce que oui, j'ai tout le temps des enjeux, j'ai tout le temps 2 coups d'avance sur mes concurrents et je continue parce qu'ils me rattrapent pas, entre guillemets, tu vois, genre sur ce que je fais. Donc j'essaie toujours de garder cette avance. Donc je suis tout le temps dedans. Comment est-ce que j'innove? Bah, ce qu'on se dit là, c'est de garder au cœur la qualité
des messages que j'ai, la profondeur, la simplicité, tout ça, et puis ramener des nouvelles touches de modernité sur la forme. Tu vois, je travaille sur des trucs là, bon, de toute façon ça peut sortir, parce que ça va sortir après début d'année, mais mascotte, tu vois, genre, parce que j'ai créé des personnages de vente aussi, tu vois, j'ai une petite boutique en ligne, tu vois, le branding, je le pousse loin, tu vois, quand je vais en entreprise, les gens, ils reçoivent après un colis avec des bandanas, avec des stickers, avec des carnets, avec des cahiers, avec les trucs de la daronne à l'abri, avec, tu vois, genre des balles anti-stress avec T'as des fait un trucs merch, à la quoi. con. J'ai tout un merch autour, tu vois, genre c'est pas juste je viens avec moi mon bandana, c'est derrière les gens. Et là, tu vois, aujourd'hui, derrière un post qui est sorti, les gens, je suis venu, ils avaient tous des bandanas avant même que moi je leur donne les miens, tu vois. Ils ont tous été chercher des bandanas de couleur. Il y a des sonnettes de couleur, des trucs, tu vois, genre j'essaie d'avoir un truc un peu immersif quand je viens, tu vois. Les gens, je viens avec tout mon branding et j'essaie de les ramener avec moi. Je leur fais gagner, tu vois, les t-shirts, la daronne à l'abri, les pulls, les trucs. Et donc, ça va au-delà. Ça va au-delà de tout ça, tu vois. Et j'essaie toujours d'innover dans des petites idées comme ça, soit de cadeaux, soit de branding, soit de nouveaux personnages, soit de rendre mes personnages vivants. Demain, d'aller sur un truc à la fois online, parce que moi, je suis très présentiel. Moi, mon kiff, c'est de rencontrer les gens. Je fais très peu, voire pas du tout de coaching en ligne, tu vois. Je fais que du présentiel. Les gens, d'ailleurs, le demandent, et tant mieux, parce que moi, c'est ce que je préfère. Demain, j'aimerais aussi aller toucher une plus grande partie des gens que je ne peux pas adresser, parce que mon temps, il est limité. Comment est-ce que je peux aller toucher plus de solopreneurs ou des gens un peu seuls en entreprise, avec des formations en ligne et avec cette même idée au centre de ça, tu vois, genre comment je rends le truc à la fois interactif mais à la fois ludique, tu vois. Tu vas devenir un formateur en ligne. Non, mais j'aurais une branche en plus, tu vois. Je veux pas devenir un formateur en ligne, je veux pas devenir un infopreneur comme on l'entend. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai pas voulu en faire à cause de ça. Parce que l'infopreneuriat, c'est un monde euh, assez dark finalement, parce que tu as plein de gens qui vont dessus, c'est très facile. Et moi d'ailleurs, sur Insta, souvent on me catégorise, tu vois, de menteur comme les autres, parce qu'ils me voient en action de coach, mais ils se rendent pas compte qu'en fait, j'ai pas de truc en ligne et que c'est que du vrai. Parce que c'est des débiles les gens qui commentent. Ça c'est dit. Seulement les méchants commentaires. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent. Enfin, en tout cas, je parle pas sur LinkedIn, hein, je parle sur Insta que je découvre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent gentiment, ça arrive. Mais ceux qui sont gentils, en fait, ils t'écrivent directement. Donc, c'est des gens plutôt, ils te donnent de la force en off, ils n'ont pas besoin de le démontrer en commentaire. Et c'est plus agréable parce qu'en plus, on a un vrai échange du coup. Les abrutis, ils commentent tout le temps. Bref, on va pas s'éterniser sur eux. Mais tout ça pour dire quoi? Que non, l'infoprenariat, je veux pas devenir un mec qui vend de la formation en ligne, mais j'ai envie d'en faire aussi. Mais j'ai envie d'en faire à ma façon, j'ai envie de pouvoir aider des gens, parce que j'ai plein de gens qui me demandent en fait. Moi, pendant longtemps, je voulais pas, parce que justement, je t'ai dit que mon kiff, c'est de rencontrer les gens et d'aller en entreprise. Mais j'ai des gens qui me demandent, donc je me dis, il faut que je crée un petit produit facilement délivrable, ludique, cool. Je vais pas être le genre de mec qui va te faire une formation de 20 heures, parce que tu sais aussi, ces connards dans l'infoprenariat, c'est plus ils en mettent, plus ils justifient leur prix, plus ils font genre, alors qu'ils ont juste été demandé à ChatGPT de leur créer tout un truc. Pour la plupart, plus il y a de slides, plus ça se vend. C'est genre, c'est le truc, moi ça m'exaspère. Moi au contraire, je veux une formation pragmatique où il y aura pas beaucoup de temps à investir, mais beaucoup de valeur à en ressortir. Ouais, ça, c'est le futur, hein. Bah, c'est comme ça que je vois le truc en fait. C'est des formations en 2 heures, tu vois. Ouais. C'est pas des formations en 2 jours. Bah, pour moi, t'éduques. Déjà, moi, si à parté, si moi je devais faire de la formation, je la ferais gratos, mais je facturerais du conseil. Ouais. Tu vois. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Pour moi, l'éducation, c'est vraiment gratos. Et après, c'est ma vision, hein. Mais, c'est vraiment gratos. Et après, derrière, tu payes pour du coaching en présentiel, particulièrement personnalisé, quoi. Faut pouvoir libérer ton temps. À la fois, je suis à la fois, je suis pas d'accord parce que du coup, tout dépend de ce que tu fais déjà à côté. Parce que si tu vends de la formation en ligne, c'est des formations plutôt individuelles. Si les gens du coup te prennent du coaching individuel, tu es aussi rapidement plafonné, et en termes de temps disponible et en termes de tarifs, parce que pour le coup, quelqu'un de seul pourra pas payer aussi cher qu'une boîte. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte aussi là-dessus pour trouver ton bon équilibre et à la fois délivrer quelque chose de quali à des gens seuls, mais pour autant trouve aussi ton équilibre parce que t'es pas bénévole, quoi. Et puis ton temps est vite limité. Ouais, c'est sûr. Non, je suis d'accord. Parlons un peu de ton livre. Ouais, Je suis chaud. Moi, je suis en train d'en écrire un aussi. bravo. C'est un sacré truc, hein, t'as vu? Bah, Tu l'écris écoute, avec qui? je l'écris avec un pote à moi, genre qui est copie. Ok. Alors, copie, hein, c'est un grand mot, mais on l'écrit comme ça à deux. On fait des recherches et tout.
moi là en ce moment j'ai qu'une seule envie, c'est de boucler mes clients pour juste me prendre une semaine et lire des études scientifiques sur le branding. Ok. Genre, je pensais pas que c'est d'arriver à ce résultat-là un jour, mais bon, je trouve ça passionnant. Pour vraiment faire un truc français, tu vois, sur le branding. Parce qu'il y a plein de bouquins sur le branding aux US et tout, mais c'est avec des use cases français, enfin US Yes. du coup, compliqué. Mais du coup, ouais, je suis chaud que tu nous parles un petit peu de comment tu es arrivé à écrire le bouquin, comment tu l'as fait. Parce que je vais surtout m'en inspirer beaucoup de ton process. Ben, c'est simple, je me suis entouré en fait. Moi, le livre, c'est Erol, la maison d'édition, qui est venue me chercher il y a bientôt 3 ans, quand justement j'étais un peu visible sur LinkedIn avec mon podcast, Phoenix l'échec mention très bien, et qu'ils m'ont dit tiens, on te voit, le sujet il est cool, t'as déjà pensé à écrire un livre? J'ai dit bah non. Ils disent bah tu veux en écrire un? J'ai dit bah ok. Et j'ai dit oui comme ça, sans savoir où j'allais. Et puis je savais pas par où commencer. Et puis finalement ma cousine s'est rajoutée dedans un mois après parce qu'en fait on partait à Noël en famille. Et je lui ai dit putain, genre j'ai signé un bouquin, genre. Elle me dit ah c'est mon rêve de l'écrire. Je dis bah viens on l'écrit à deux parce qu'elle elle a fait des études en psycho et c'est un sujet qu'elle aimait, qu'elle avait traité. Donc je dis bon bah faites parfait, viens on se met tous les deux. Donc on fait un plan, on fait valider ça par le comité d'édition, ils nous disent go, et après là s'ensuit 4 mois de blanc. Tu vois, parce qu'après aussi tu as ta vie, t'écris à deux, chacun a un peu ses problèmes, tu changes de taf, tu changes d'endroit, tu as plein de trucs. Donc on est un peu blanc, et puis je rencontre Benoît, qui est notre troisième du coup, la troisième personne, donc l'autre co-auteur, qui est un gars qui avait écouté tous mes podcasts et que je recroise un peu par hasard, même s'il n'y a pas de hasard dans la vie, encore une fois, en lui disant putain mais en fait je vais écrire un livre dessus. Il fait mais tu sais que moi j'écris des récits de vie, j'écris des romans, des trucs. Je dis en mode mais putain mais c'est toi qu'il fallait avoir en fait. Et donc comment ça s'est passé? Bah, il y a eu 2 ans d'écriture où j'ai repris des interviews, j'ai refait des interviews de personnes que j'avais eues sur le podcast pour qu'on reparte 2. On a retravaillé le plan ensemble à 3. Lohan écrivait, donc ma cousine écrivait ses parties qui étaient à chaque fois des fins de chapitre, donc un peu des analyses psycho de résumé. On avait 2 interviews par chapitre que je refaisais. On se reposait tous les samedis avec Benoît pendant 3 heures. On retravaillait du coup ensemble ce qu'on voulait mettre dans le bouquin. Lui écrivait, on relisait, on revalidait. Et c'est comme ça que ça a été écrit, quoi. Donc sans eux, je l'aurais jamais fait. Ouais. Genre, j'ai tellement de projets à droite à gauche que ça demande une telle discipline, mais un truc qui m'est totalement inconnu. Parce que écrire des posts LinkedIn, écrire des newsletters, ok. Écrire un bouquin, à avoir, genre, tu vois, une trame narrative, avoir éviter la redondance de tes tournures de phrases, des propos, la peur de la page blanche, genre tout ça, moi, c'est un truc que je n'aurais jamais fait sans eux, jamais de la vie. Ouais. Pareil. Et donc le sujet du bouquin, c'est l'échec, la résilience. C'est le bouquin s'appelle L'échec mention très bien, et ça traite de la thématique du rebond, de comment on s'en sort quand on vit l'alcoolisme, quand on va en prison, quand on vit une peine de cœur avec un pervers narcissique, quand on perd une jambe, quand on perd un proche, quand on doit faire preuve d'une discipline de fer pour traverser la Manche à la nage parce que c'est un objectif qu'on s'est fixé, quand on se plante dans l'entrepreneuriat. Et en fait à chaque fois j'ai essayé de retracer des parcours de vie totalement différents, des burn-out, du bégaiement, tout ce que je t'ai cité là, accepter son homosexualité dans un milieu plutôt hostile, tu vois. J'ai essayé d'avoir plein de parcours de vie et montrer aux gens que à la fin les gens s'en sortent et qu'ils ont tous eu des périodes tumultueuses, mais qu'ils ont mis des choses en place, et c'est ce qu'on raconte dans le livre. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis en place, quels ont été les éléments déclencheurs et comment ils s'en sont sortis, pour redonner, tu vois, un peu de gratitude aux gens et l'envie de se dire bah oui, ils y sont arrivés, pourquoi pas moi, quoi. Ok. Et tu marketes comment le livre, vu que tu es quand même associé à un mec qui fait de la vente? Bah c'est autre chose, ça, tu vois, c'est un peu une sorte de truc un peu à part. Donc je fais un petit post LinkedIn. L'échec, la résilience, finalement aussi, c'est un sujet transverse à la vente, tu vois. Genre moi qui prône beaucoup ça en vente, la prospection, tu vois, faire preuve d'abnégation, de résilience, c'est des choses assez connexes. Et à la fois, c'est vraiment un side project, dans le sens où, vu qu'on traite cette thématique-là, on la tourne pas autour du pro ou de la vente, tu vois, même du pro uniquement. Tous les exemples, tu vois, que je t'ai cités, je voulais justement que ce soit plutôt des exemples de la vie du quotidien. Une femme qui est devenue mère après avoir fait 3 fausses couches, tu vois, et qui a cru qu'elle le serait jamais parce qu'elle avait une maladie congénitale. Tu vois, genre des trucs forts comme ça. Donc c'est un petit side project vraiment à part où je veux que les gens y retrouvent un peu d'espoir, en fait. Donc je le market comme étant un truc à part, mais comme je suis un peu un mec touche à tout,
J'ai l'impression que ça passe aussi finalement dans la façon dont je le market. Ok. C'est quoi la vision ou l'objectif final si t'avais plus de limite, tu vois? Enfin, pas de limite, mais genre, si tout s'est passé parfaitement, tu vois? Genre, où est-ce que tu arriverais? Est-ce que tu veux éduquer un marché, un truc comme ça? Genre, dans 10 ans, là, tu continues, c'est quoi l'objectif max dans 10 ans, par exemple? J'ai arrêté de me fixer des objectifs trop lointains parce qu'en fait j'ai tellement toujours de nouvelles envies et de trucs qui bougent que je saurais pas trop te dire. Juste par rapport à ta brand aujourd'hui, tu vois. Genre, quelle serait la brand parfaite, si ce n'est tu l'as déjà? Moi j'ai l'impression de la toucher. Déjà je suis déjà tellement heureux dans ce que je fais au quotidien que je te dis, à part essayer de rajouter des petits trucs un peu fun qui me correspondent et qui amènent de la légèreté toujours dans le branding. Donc je l'étoffe, tu vois, genre à la base le site était un peu, voilà, là maintenant il est de mieux en mieux, les couleurs, tout change, enfin tu vois, genre j'essaie de rajouter des petites touches de modernité. J'ai un de mes meilleurs potes, Michael Saifoudine, avec son agence Climb, qui est juste monumentale. Donc en fait en termes de branding surtout je passe beaucoup avec Mika, qui est juste une brute phénoménale en design et tout. Et donc ensemble on itère sur des nouvelles choses. Quand j'ai des nouvelles idées, il les met en œuvre. Donc en fait, ça tâtonne comme ça, petit à petit. Et j'ai pas de vision particulière. Tu vois, est-ce que le but c'est d'éduquer un marché? Le but c'est de rendre ce que je te disais au début, c'est de redorer le blason des commerciaux, c'est de redorer un petit peu l'image du sales, de rendre un peu ses lettres de noblesse, de donner la possibilité aux gens d'être bons dans un domaine qui est abstrait au départ, confus, qui est poussiéreux. Et d'essayer de le faire avec légèreté. Donc dans 10 ans, je sais pas où je serai. Moi, là, plus ça avance, plus mon but c'est de gagner la même chose que ce que je gagne aujourd'hui, mais en travaillant moins. En fait, tu vois, c'est d'être, je vais pas dire être rentier, même si c'est notre objectif peut-être à tous finalement demain, parce que si tu es rentier, que tu as suffisamment de thunes qui rentrent tranquille, moi ça veut dire que tu peux t'atteler à faire n'importe quoi, et ce serait cool. Mais l'idée c'est plutôt comment je dégage le meilleur équilibre de vie possible pour passer du temps avec mes proches, ma famille. M'investir là-dedans, dans mon couple, dans le fait d'être père demain, tu vois, c'est ça qui est important. Puis après, de toujours kiffer dans le taf, avec des nouvelles idées. Moi, je tends de plus en plus à aller vers le divertissement. Tu vois, j'ai toujours gardé ce truc-là de sales et tout, mais je me vois bien un jour sur une scène, une connerie, sur une radio, un plateau télé, j'en sais rien, ou un truc à part, tu vois, mais j'aime trop la scène pour ça, tu vois. Genre, c'est pour ça que je pense que le métier de coach, il me sied et que j'adore ça, tu vois. C'est que il y a un truc un peu stand-up, un peu, je sais pas, tu vois, demain, quelles seraient les possibilités de ça, mais c'est un truc vers lequel je tends, j'ai l'impression. Me désolidariser Humoriste. un peu du taf. Humoriste, je sais pas si je suis assez drôle pour ça. Ou si, parce qu'être drôle en mode balancer des punchlines, des conneries, mais définir le moment où je vais être drôle, je sais pas si ça, en tout cas, je sais pas encore le faire, peut-être que j'apprendrai. Mais c'est dur hein, d'écrire tout un truc que tu t'amènes la personne exactement où tu veux avec un scénario pour que le rire il est là, tu vois, genre ça je sais pas faire. C'est que de l'impro moi ce que je fais tout le temps en réalité. Donc on verra. Ouais, je pense que t'as beaucoup d'intro. Il t'est déjà arrivé des dingueries là dans ton parcours? Qu'est-ce que t'appelles des dingueries? Je sais pas moi, t'as un mec qui te reconnaît dans la rue et vu qu'il aime pas la vente, il t'agresse. Non, j'ai personne qui m'a encore insulté, j'espère que ça va arriver. Non, j'ai personne qui m'a insulté. Je pourrais faire un post LinkedIn. Mais je me fais souvent reconnaître, en tout cas sur la région parisienne. Mais l'autre fois, j'étais en Suisse et un mec m'a reconnu à la gare. Donc je me dis, waouh, la portée des réseaux. La dinguerie, je sais pas, la dinguerie, si c'est ça, en fait, c'est de te rendre compte que tous ces milliers d'abonnés que tu peux avoir sur les différents réseaux, c'est pas juste des chiffres qui augmentent en fait tout le temps, sur lesquels tout le monde se pignole et se compare. C'est qu'il y a des vraies personnes en fait derrière. Et ces moments d'échange, à chaque fois, moi, ils me laissent toujours sur le cul parce que je suis personne, tu vois. Je sais que j'ai un peu de visibilité, mais je suis rien, moi, tu vois. Genre, je suis Walou. Je suis peut-être sur mon secteur et dans l'écosphère LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est un tout petit monde. On n'est pas beaucoup de créateurs de contenu sur LinkedIn. Donc, forcément, dans cet écosystème-là, j'ai une pseudo-place, tu vois. Mais dans le quotidien, quand tu sors et que tu prends ton vélo et que tu vas en soirée ou que tu vas au resto et que l'autre fois, le serveur, à la fin, il me dit mec, c'est trop stylé ce que tu fais. Genre, et j'avais trouvé tellement gentil tout le long, il avait été hyper discret. Et tu sais, il vient de te dire c'est trop stylé, j'aime trop ce que tu fais, tu m'aides de ouf pour ça. Et tu sais, tu as ce moment d'échange à la fin qui est tellement naturel où je me fais livrer des plats toutes les semaines. Le livreur,
C'est un mec qui me dit mec mais c'est toi sur Insta et t'es en mode genre mec on est dimanche soir 23h tu me livres mon truc et du coup on a cet échange tous les dimanches soirs quand il me livre ma bouffe où je prends 5-10 minutes avec lui où il me pose plein de questions sur la vente et tu sais et je l'aide et à chaque fois il est là je prends pas mon truc je me barre pas comme un enculé tu vois genre ce moment d'échange avec des gens en fait c'est tellement incroyable que j'en profite et c'est tous ces moments là qui sont ouf en réalité. Donc c'est pas des gens qui me diraient que je suis un connard qu'ils aillent se faire enculer aussi tu vois je m'en fous. C'est tous les gens plutôt qui m'apportent du positif en fait tu vois et qui me remercient. C'est d'eux dont je me nourris, les autres c'est des trisos et vraiment j'allais dire je leur souhaite pas de mal. Si pète-toi une bonne jambe en sortant t'es une merde de façon de faire ça mais in fine tu m'intéresses pas. Ce qui m'intéresse c'est toutes les belles hautes personnes tu vois. Non, mais je suis d'accord. Et ce qui est drôle aussi sur LinkedIn, c'est qu'il y a beaucoup plus de vues. Enfin, tu sais, les gens ont un peu du mal à interagir. Donc, alors que sur les autres réseaux, tu sais, les mecs ils lâchent des coms un peu faciles. Ouais, puis surtout des coms de merde sur les autres Ouais, réseaux. des Parce que coms de LinkedIn encore, ça va, moi je trouve j'ai quand même beaucoup d'engagement, beaucoup d'interactions en réalité. Les gens viennent, parce que déjà je réponds à tout le monde tout le temps. Je vois plein de créateurs aussi, tu sais, qui prennent pas trop la peine de répondre ou après coup, ou qui mettent des bots aussi pour répondre. Moi je réponds à tout le monde sur LinkedIn. Je mets des bots maintenant, je l'annonce, je le mets sur un Insta, comme ça je vais laisser les gens... justement, comme il y a beaucoup plus de haters sur Insta. En commentaire. En commentaire, j'entends, Ouais. bien sûr. Non, en DM, je réponds toujours tout le temps. C'est toujours moi qui réponds sur Insta et sur LinkedIn. LinkedIn, personne gère à part moi, même en commentaire, c'est toujours moi qui réponds. Mais maintenant, sur Instagram, désolé pour les gens qui vont mettre des trucs gentils, ce que je ne pourrais pas faire la différence, j'irai jamais. Mais pour tous les gens qui mettront des trucs méchants, de toute façon, vous ne me verrez pas parce que vous ne m'aimez pas. Mais je vais bien vous niquer parce que vous allez parler à un robot qui va vous charrier tout le long jusqu'à ce que vous mouriez. Et ce sera une IA qui va vous casser les couilles. Donc ça, je suis très fier de mettre ça va bien me faire marrer. Tu te rends compte, on arrive dans un monde où on se dit, vas-y, vous inquiétez pas, c'est moi encore. Ouais, bah oui, mais parce qu'il y a de plus en plus. Et puis je pense que plus tu prends un peu, entre guillemets, d'ampleur en termes de noto, plus il faut que tu priorises. Et c'est ce fameux jeu de jusqu'où je vais, tu vois. Genre, et puis il y a des gens aussi, ils réussissent. Et moi, je suis très extraverti, donc je m'en fous. Tu vois, ma copine, elle est très introvertie. Enfin, très introvertie, elle est introvertie. Et les interactions sociales, pour elle, ça lui demande énormément d'efforts, tu vois. Répondre à des gens en DM, c'est un projet. Moi, c'est une minute, tu vois. Genre, je m'en bats les couilles, tu vois. Genre, Ouais. je te fais un vocal, tu m'as écrit un truc, je fais ça à la va-vite. J'ai un de mes très bons potes, Ruben Tayeb, qui est pareil. Il est tout le temps entre deux trucs, tu sais. On va vite. Et on est pareil les deux là-dessus. Donc, moi, j'adore répondre, lui, c'est pareil, tu vois. Et d'autres gens vont plus se baquer et vont avoir besoin de community manager parce qu'ils veulent aussi mettre cet effort-là ailleurs. Donc en fait, tu vas filtrer parce que aussi tu as aussi beaucoup de demandes. Dans l'eau, tu as beaucoup de demandes parfois un peu, pas inutiles, mais tu sais, qui sortent un peu, voilà. Donc quelqu'un qui te préqualifie, tout ça, c'est aussi important. Ça dépend encore une fois où tu mets le curseur, quelle est ta personnalité, quelles sont tes priorités dans ton taf, où tu en es. Il y a plein de facteurs en fait. On ne peut pas généraliser les gens quand... Sauf les connards. Ouais, ça se voit que tu viens de les découvrir. Hein. Et on sent un peu la haine. Non, c'est le monde dans lequel on vit, c'est les réseaux sociaux. C'est que là, je pense, là, on se parle, on est fin octobre 2024, donc on arrive sur la période un peu d'année. On a beaucoup donné, on a hâte d'avoir les vacances de Noël. On arrive dans le pire mois de l'année pour moi, qui est novembre. Novembre, février sont les 2 mois pour moi les pires de l'année. Là, on est sur la fin, rétrospection. Introspection pardon et rétrospective de l'année, donc ça fait chier, il fait pas beau, il fait froid, et puis février sera pareil, on aura passé le moment nouvelle année, mais putain il fait toujours nuit, froid et tout, c'est relou, c'est vraiment les 2 mois de merde, et on arrive en plein dedans, donc j'en ai un peu plein le cul. Et les réseaux me saoulent, je les utilise comme je peux, mais peut-être que j'accorde trop de temps à ça, tu vois, finalement. Je le délègue pas assez, peut-être. Tu vois. Donc, parce que oui, comme tu dis, je découvre un autre réseau. Pendant très longtemps, j'ai joué que sur LinkedIn. Et depuis maintenant 4-5 mois, je joue aussi sur Instagram. Et ce réseau, il me casse les couilles, Instagram. Alors pourtant, Dieu sait qu'il m'amène beaucoup de leads maintenant, contrairement à ce que j'aurais pu penser. J'ai beaucoup de leads qui me contactent parce qu'ils me voient sur Insta ou même TikTok. Mais TikTok, je veux même pas en entendre parler. J'y passe même pas une tête. Pour le coup, les gens, je leur répondrai jamais dessus s'ils m'écrivent. Mais c'est tout un bordel, quoi. Les réseaux sociaux, c'est un truc, tu dois te mettre un cadre et des limites. Hein. Sinon, tu te fais bouffer. Ouais. T'imagines les mecs qui font du B2 aussi sur TikTok et Insta? Non, j'imagine pas.
Mieux vaut pas. Non, j'imagine pas. Moi, c'est pas ce que je veux faire. En tout cas, je sais pas si je les respecte, si je les plains, si c'est tout en même temps, parce que ça dépend aussi de la qualité de ce qu'ils servent comme soupe. Mais non, je veux pas imaginer. B2C sur les réseaux. Bah là, t'es obligé d'avoir des CM, hein, typiquement, des community managers, parce que tu drives tellement de leads et tellement tout et n'importe quoi que il faut un peu de baquet, quoi. Moi, j'ai la chance d'être sur du B2B. Enfin, j'ai la chance, j'ai choisi. Et... Carré. Est-ce que... Alors, deux choses. Il faut que tu nous fasses un petit mot de la fin. Carte blanche. D'accord. Vraiment carte blanche. Ok. Tu peux montrer ton cul. Il me connaît, lui. Ce sera flouté, bien entendu. Mais bon, on saura s'il est poilu ou pas, quoi. Et Spoiler, non. et puis, il faut que tu nous reco quelqu'un. D'accord. Si t'as envie, bien sûr. Une ou plusieurs personnes en fonction de... Qui t'as eu, enfin je sais pas qui t'as eu du coup sur le podcast déjà. Ouais, tu me reco quelqu'un, si je l'ai eu, je te dirai. Ok. Ruben, il m'a dit pas le temps, va voir Enzo. Quel trou de cul. C'est lui qui a fait ton numéro. Il y en a deux à qui je pense tout de suite. Enfin 3 même, enfin putain du coup il y en a plein. Bah si, bah envoie. Voilà. J'en ai 4 en plus, j'étais avec lui juste avant. Tu les nommes tous, tu vois. Comme ça me fait 4 épisodes. Ok. Désolé, c'est 4 mecs, mais parce que j'étais avec eux en ce moment, je dis désolé pour. Il y a plein de femmes incroyables, mais j'ai 4 mecs là en tête tout de suite. J'ai Martin Tissier avec qui j'étais ce midi en train de déjeuner, avec Philippe Gilotin qui est mon autre frère moustache, donc avec qui on coach. Martin Tissier qui est un mec fabuleux. Et il y a 2 autres mecs à qui je pense qui sont Thomas Rivol, que j'aime beaucoup, qui est très 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 fort, et Basile Vierne, qui est... Le prochain épisode. Ah bah voilà. Voilà, je t'ai donné mes 4 fantastiques là que j'avais en tête tout de suite. Sinon, si tu veux un peu de nana aussi, Melissa Osmani, elle est vraiment très 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 cool. Je pense à Melissa Osmani, tu as déjà eu Caroline Mignot, je pense à Nina Ramen, elle est trop forte aussi. Juliette Cadeau, elle est très très forte aussi. Comment elle s'appelle, Valentine Sauda, elle est très très forte aussi en branding. Ça fait une belle liste. Voilà, je t'en ai donné plein. J'essaie de mettre autant de mecs que de meufs et c'est des gens tous fabuleux. Donc ça c'est fait, la liste des copains elle est donnée. Maintenant, qu'est-ce que je raconte comme connerie pour clore l'épisode? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire comme mot de la fin? Il y a un mec que j'aime beaucoup citer, que je cite souvent justement dans les coachings ou quoi, c'est Tom Hardy, qui est un acteur de génie dans Peaky Blinders, dans Venom, dans les derniers films, si les gens ont vu un peu la gueule du gars, dans les Hommes sans loi, enfin bref. C'est un mec fabuleux et il avait toujours une quote que je cite énormément en coaching qui dit que la passion, l'action et une noble intention mènent toujours au progrès. Et donc j'incite toujours les gens à réfléchir là-dessus, surtout sur la partie noble intention, parce que la passion c'est quelque chose qui nous anime facilement. Le passage à l'action il n'est pas évident pour tout le monde, mais on s'y met de plus en plus quand même, et les gens savent qu'il faut se bouger le cul. Mais je trouve que la dernière partie de cette équation, c'est la plus importante, c'est celle qu'on oublie, c'est l'intention, et la noble intention, ce qui se cache derrière ces actions et cette passion. Et donc j'incite tout le monde à chaque fois à se poser cette question, et c'est souvent d'ailleurs ce que je pose en coaching, c'est avec quelle intention tu t'es levé ce matin. Et c'était quoi ta première pensée? C'était quoi ton envie de la journée? Est-ce que tu vis par défaut? Est-ce que tu attends que le soleil se couche pour vite aller te recoucher et espérer qu'on soit déjà demain? Et donc tu profites de rien. Quelle était ton intention dans ta journée? Et donc il a totalement raison en parlant de ça, parce que si tu peux à peu près tout tenter dans ta vie à partir du moment où l'idée qui se cache derrière, elle n'a pas pour but de blesser qui que ce soit, de faire du mal à quelqu'un. Et que si tu es venu avec une intention claire, bah en fait, il peut que se passer des bonnes choses derrière, tu vois. On pourra toujours te challenger, on pourra toujours te décrier, on pourra toujours faire ce qu'on veut. Toi, tu sais que tu es droit dans tes bottes et que tu dois rien à personne, et que l'image qu'on peut véhiculer de toi ou ce qu'on dit, on s'en bat les couilles, quoi. Il y a aussi un autre mec que je cite, c'est Tom Holland, j'avais vu ça, c'était peut-être cet été, qui dit... tous ceux qui parlent mal de moi, en fait, si t'as pas mon numéro direct pour m'appeler, c'est que tu peux pas mal parler de moi en réalité.
je pense que là, avec ça, tu vois, on a tout dit. C'est que si t'as pas mon numéro pour m'appeler, t'as pas à me chier dessus, en fait. Parce que c'est-à-dire que tu me connais pas. Ouais. Donc va niquer ta mère. Voilà. Tu t'es levé comment ce matin? C'était quoi l'intention ce matin? Mon intention, en ce moment il fait beau, ça fait une semaine, on en parlait ce midi avec les potes justement là au déj, ça fait du bien le soleil, moi c'est un truc, ça joue énormément sur mon mental. Et je me suis levé avec quelle intention avec l'intention de passer du temps avec ma copine, avec l'intention qu'on se pose et qu'on reconnecte un peu parce que pris dans la tourmente un peu du quotidien, d'aller à droite à gauche, c'est pas évident. Et avec l'intention de passer de vivre chaque moment que j'avais dans ma journée. J'avais 3 gros moments, enfin 4 avec du coup ce soir en la retrouvant, mais j'avais 3 gros moments. C'était mes rendez-vous du matin, je voulais bien cartonner et amener de la valeur. J'avais mon déj avec les potes ce midi où j'avais envie de passer un bon moment avec eux, de pareil rigoler et voilà. Et ce moment-là qu'on passe où j'avais envie de me dire cool, ça va être aussi un bon moment où j'ai envie d'apporter de la valeur, de déconner, d'être tranquille. Voilà. Donc j'avais un peu une sorte d'intention pour chacun de mes gros moments forts de la journée. Trop bien. Ça c'est carré. Voilà, c'est carré dans l'axe. Bah écoute, merci d'être venu. Plaisir. Putain, j'ai pas oublié. C'est l'heure du CTA. Call to action. Ouais. Je me suis dit, je te laissais la place pour aller, parce que je me dis, si tu veux qu'elle ait un jingle, je ferme ma gueule. Non, j'ai pas de jingle. C'est la musique. Je te le fais écouter après si tu veux. Ah, ok. Mec, il est trop stylé. T'as pas écouté de toute façon de Just Brand, je pense. Non. Mais c'est l'heure du CTA. Ouais. Tu fais le CTA ou je le fais? C'est quoi le CTA? Faut que les gens s'abonnent, mettent des likes. Ah, ok. Tu veux que je le fasse? Tu veux le faire? Tu veux que je regarde la caméra? Vas-y, tu veux regarder laquelle? Je regarde là-haut, je regarde là. Celle-là, la petite là? Tu me vois ou tu me vois plus? Je te vois là. Tu me vois? On me voit un peu, on me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Ouais, qu'est-ce qu'il faut dire? Allez liker, c'est sur YouTube, c'est sur quoi? Partout. C'est sur Partout. Vous allez sur Partout. P-A-R-T-O-O. Il y en a, ils vont taper après. Ils vont vraiment taper. Partout, qui est une boîte du coup, après. Mais vous allez, peu importe sur votre réseau que vous kiffez. Sur Spotify, vous allez lâcher un petit étoile parce que maintenant on peut le faire. Sur YouTube, vous sonnez la petite cloche ou vous mettez un petit pouce bleu. Si vous êtes sur LinkedIn, vous mettez un petit like, un commentaire, une connerie. Vous vous abonnez. Vous suivez, dès qu'il y a une cloche, dès qu'il y a un pouce bleu, c'est pas compliqué, hein, tu cliques sur un des trucs et ça donne de la force, quoi. Donc plus il y a d'étoiles, mieux c'est, plus il y a du bleu, mieux c'est, et plus il y a de cloches, mieux c'est, quoi. Donc démerde-toi et appuie sur un truc. Voilà. Et puis après, va mettre un commentaire sous les. Puis va mettre un commentaire. Mais surtout sous les posts de Enzo. Ah, aussi. Moi, si tu veux venir, viens voir les commentaires sur Insta, ça tu vas rigoler. va les mettre des gentils si t'as commentaires. un peu de temps à perdre sur tes toilettes, parce que c'est souvent comme ça qu'on va sur Instagram ou TikTok, c'est quand on est assis sur les chiottes. Si t'as un peu de temps à perdre, va sur mon profil, abonne-toi si ça te fait plaisir, mais ça c'est toi qui vois. Et puis va voir un peu les commentaires, tu vas voir un peu le niveau des gens qui viennent. Ils sont bons, tu vas voir. Tu vas te marrer. Donc Insta, LinkedIn, YouTube. Insta, LinkedIn, YouTube, TikTok, ce qui vous fait plaisir. Là où moi je poste le plus, où je me marre le plus et où je suis le plus présent, ça reste LinkedIn, même si je suis présent sur les autres canaux. Les gens peuvent m'écrire sur LinkedIn ou sur Instagram. Je réponds à tous les DM sans exception. J'essaie de le faire dans un temps imparti, mais je réponds tout le temps. Par vocal aussi, facilement. Et si les gens ont des demandes pour du coaching, ça c'est directement sur mon site, mais globalement je vous renvoie au pire dessus, comme ça je centralise tout. On fait un rendez-vous, on voit si on veut bosser ensemble, et puis voilà. Parfait. C'est carré. C'était Arthur Valton et Enzo Colucci. Travaillez bien.